Bonjour, donc je m'appelle Jérémy Lissouba, je suis député au Congo-Brazzaville et je suis également secrétaire général du réseau des parlementaires sur les systèmes alimentaires en Afrique. Absolument, bien, comme vous l'avez dit, souligné, l'Afrique, continent énorme, 54 pays, très divers, avec des cultures, des langues et des histoires très différentes, mais cependant nous avons des défis communs. Alors, pour répondre directement à votre question, le réseau des parlementaires auquel j'appartiens s'inspire énormément du Frente qui existe en Amérique latine. Justement, c'est un réseau de parlementaires volontaires qui ont une passion pour les questions de sécurité alimentaire, de nutrition et toutes ces autres problématiques connexes, d'où la raison pour laquelle nous parlons de systèmes alimentaires. Et nous nous concentrons sur plusieurs aspects. Donc, dans un premier temps, c'est développer les capacités et les connaissances des parlementaires, parce que pendant trop longtemps, nous avons constaté que les parlementaires peut-être ne comprenaient pas toujours la complexité, toutes les interconnexions en lien avec les problématiques portant sur les systèmes alimentaires. Et au-delà de ça, aussi, ils avaient parfois du mal à faire le lien entre leurs fonctions primaires, notamment donc les fonctions de législateur, les fonctions aussi de définition des budgets de l'État. Ils avaient du mal à faire les liens entre justement ce qu'ils voyaient dans les textes de loi, ce qu'ils voyaient dans les budgets et les enjeux et les objectifs de la transformation des systèmes alimentaires. Donc notre réseau s'est justement donné la mission d'ériger des champions parlementaires sur les systèmes alimentaires pour répondre à toutes ces questions. Alors, pour l'instant, nous avons, en termes de membres actifs, nous avons une vingtaine de parlementaires, donc une vingtaine de pays représentés, qui sont présents dans les 5 régions du continent, c'est-à-dire Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale et Afrique australe. Oui, très bien. Alors, au-delà des politiques spécifiques, notre approche se concentre avant tout sur la méthode, c'est-à-dire comment bâtir une compréhension commune des systèmes agroalimentaires et des enjeux de leur transformation. Qui tient compte de la diversité et des spécificités des pays et des communautés, puisque comme nous l'avons dit, c'est un étendue très diversifié. Comment utiliser les 4 pouvoirs des parlementaires pour justement soutenir cette transformation et construire des coalitions qui vont être en mesure, dans les pays et dans les régions, de porter ces agendas de transformation des systèmes agroalimentaires. Nous avons mentionné 2 pouvoirs particuliers des parlementaires, donc la législation, les budgets, mais il y a également le contrôle de l'exécutif. C'est-à-dire suivre non seulement l'action de l'exécutif, mais aussi suivre les engagements que prend l'exécutif au niveau national, mais bien sûr au niveau continental et international. Et il y a enfin le pouvoir, entre guillemets, de représentation. C'est-à-dire le parlementaire, bien sûr, représente un électorat, représente une population. Et cela marche dans 2 sens. D'une part, ça le rend capable de justement porter les préoccupations et les réalités de ces communautés aux plus hautes sphères dans les institutions nationales et internationales. Mais aussi, et ce qui est parfois oublié, c'est que ça permet, ou plutôt ça fait des parlementaires des interlocuteurs quelque part privilégiés, qui sont en mesure de rapporter un certain nombre d'informations aux populations, des choses, de les sensibiliser sur un certain nombre de sujets, et de mener des actions qui vont pouvoir permettre de changer certains comportements, changer certaines attitudes. Non seulement on peut parler de leur consommation, des habitudes nutritionnelles, on peut parler de la manière dont ils abordent l'environnement et comment ils peuvent devenir des protecteurs de l'environnement. Donc il y a cet enjeu. Et le parlementaire est un peu une espèce de courroie de transmission de toutes ces mesures et tous ces enjeux vers les populations. Il faut déjà prendre conscience que les deux ne sont pas forcément contradictoires. C'est-à-dire, pour ma part, je ne vois pas de contradiction nécessairement entre les savoirs et les pratiques traditionnelles et les nouvelles technologies. Maintenant, en parlant surtout de la compétitivité, nous savons aujourd'hui que
les savoirs, ou plutôt, pardon, la compétitivité est surtout facteur de productivité et d'efficacité. Et les nouvelles technologies peuvent permettre de le faire. Et cela peut également se faire en conscience des savoirs traditionnels et des pratiques agricoles traditionnelles. Vous savez, l'Afrique, depuis très longtemps, se préoccupe justement de préserver, de protéger les savoirs traditionnels, les pratiques traditionnelles. Vous voyez cela, par exemple, dans le cadre de l'OUA, donc ancêtre de l'Union africaine, qui avait développé une loi modèle sur notamment les droits des populations locales, des agriculteurs, et également qui protégeait l'accès ou qui réglementait et protégeait l'accès aux ressources biologiques. Vous avez également, plus tard, aujourd'hui maintenant dans l'Union africaine, une résolution qui protège, qui érige et protège les droits des populations locales et des populations autochtones. Et plus concrètement, chaque pays en Afrique, de différentes manières, met en avant et érige ou fait une place de choix à sa culture coutumière et le droit coutumier en particulier. Notamment en termes d'accès à la terre, ce qui est très important pour les agriculteurs. Donc c'est déjà une préoccupation qui a toujours été présente pour les Africains. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, si on doit parler du lien, ou plutôt oui, du rapport entre les savoirs et les pratiques traditionnelles et les nouvelles technologies, il serait plus judicieux d'inciter justement ces innovateurs et les porteurs de ces technologies à s'inspirer des savoirs traditionnels et à voir comment développer des technologies qui sont en cohérence avec ces savoirs-là et qui peuvent soit les renforcer, soit les soutenir ou les améliorer. Donc c'est plus de cette manière-là que nous voyons les choses, mais nous ne voyons pas de contradiction nécessaire entre les deux. Oui, alors, avant tout, il est très important de reconnaître que les enjeux, et notamment pour les agriculteurs et l'agriculture familiale, sont en réalité les enjeux de la transformation de nos systèmes alimentaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que nous voulons ériger des systèmes qui sont capables de nourrir, d'assurer la bonne nutrition et la bonne santé des communautés. Nous voulons créer des systèmes qui sont capables de générer des bénéfices économiques, non seulement pour les pays, mais surtout en termes de revenus pour les foyers et pour les exploitants et les exploitations, et également en termes d'emplois décents pour les travailleurs. Nous voulons également ériger des systèmes capables de résilience face au choc climatique, des systèmes qui réduisent les émissions, qui réduisent ou empêche, disons, la dégradation des écosystèmes, la perte de biodiversité, et développe les capacités d'adaptation des pays et des communautés et des producteurs face au changement climatique. Et donc, dans cet esprit-là, les politiques que nous voulons développer et la manière dont nous sensibilisons et nous développons les capacités de nos parlementaires visent justement à apporter des solutions transversales qui prennent en compte ces différentes dimensions. De manière spécifique, il y a trois domaines, disons, prioritaires que nous avons ciblés. Le premier concerne donc les questions de financement et le financement de la transformation des systèmes alimentaires. Nerf de la guerre, comme certains ont l'habitude de le dire, parce que nous reconnaissons deux faits, ou plutôt trois. Le premier, c'est que les financements qui aujourd'hui sont accordés pour la transformation des systèmes alimentaires sont insuffisants par rapport aux besoins. Et ça, nous le reconnaissons, même si les chiffres exacts vont varier. Mais concrètement, je pense que le constat est clair. Nous devons améliorer et renforcer et augmenter les financements qui sont attribués ou alloués à la transformation des systèmes alimentaires. Le deuxième constat, c'est que aujourd'hui, il y a énormément de financements qui vont toucher à différents aspects pertinents pour les systèmes alimentaires. Vous aurez par exemple des financements qui vont toucher précisément l'agriculture et les sujets connexes. Vous allez avoir des financements qui vont aller dans les domaines de la santé, mais qui vont toucher les questions de nutrition. Vous allez avoir des financements qui vont se focaliser sur les questions commerciales. Vous allez avoir des financements qui vont se focaliser sur les questions climatiques, pour ne citer que cela. Et très souvent et malheureusement, nous sommes confrontés à, pas forcément des contradictions, mais peut-être des chevauchements avec ces financements. Il y a une opportunité, pour parler de manière positive, il y a une opportunité pour bâtir davantage de cohérence dans la manière dont nous mobilisons et nous appliquons ces financements pour justement
capitaliser sur cette transversalité dont nous parlons et faire en sorte que les États, avec peu, ou en tout cas avec les moyens disponibles, sont capables de faire plus, sont capables aussi de développer des initiatives avec des effets multiplicateurs. Il y en a qui aujourd'hui sont reconnus comme tels. Vous avez par exemple les services de conseil et d'extension agricole qui, selon certaines estimations, ont un retour sur investissement de 34 $ pour $1 investi. C'est énorme. Vous avez également par exemple tout ce qui concerne les systèmes d'information sur les marchés, sur les données météorologiques, sur les partenaires potentiels sur les marchés, dans le cadre d'une économie participative. Vous avez également d'autres données financières et autres qui vont aussi permettre non seulement aux petits producteurs, mais aux agriculteurs en général, de bâtir cette efficacité et de faire des meilleurs choix en termes d'investissement, en termes de production. Et là, pour parler toujours de l'effet multiplicateur, certains disent que vous pouvez avoir des bénéfices qui vont jusqu'à 100 $ pour $1 investi. Donc des choses comme cela sont très importantes. Et un dernier exemple qui touche précisément sur cette transversalité, l'alimentation scolaire, notamment l'alimentation scolaire sourcée localement. Quelque chose, c'est en tout cas une initiative que nous portons depuis plusieurs années dans mon pays, le Congo-Brazzaville, en partenariat avec la FAO, le Programme alimentaire mondial, avec les gouvernements américains, indiens, brésiliens, sud-africains et japonais, pour ne citer que cela. Et non seulement il y a bien sûr les bénéfices pour les élèves, ça les ramène à l'école, ça leur permet d'être plus attentifs et d'être dans de meilleures conditions pour apprendre, mais sourcer localement permet aussi de faire vivre les agriculteurs locaux. Donc, vous voyez, c'est de ça que nous parlons quand nous parlons d'actions qui capitalisent sur la transversalité, d'actions transversales. Et le dernier aspect que je voulais souligner par rapport au financement, c'est le fait que aujourd'hui, il y a des potentialités, il y a aussi des mécanismes financiers qui existent, qui sont en mesure de nous permettre de mobiliser des financements domestiques, des financements nationaux, pour justement y ajouter ou attirer des financements privés, des financements même de l'aide publique au développement, mais surtout des financements privés, pour justement financer ce type de projet. Il y a par exemple excusez mon anglais, les Debt for Nature Swaps, qui sont très prometteurs, qui ont été utilisés énormément dans le cadre de la conservation environnementale, mais qui de plus en plus tendent à se focaliser sur des programmes comme les alimentations scolaires et autres. Donc, en termes de financement, nous regardons toutes ces réalités-là et nous pensons qu'il y a d'énormes opportunités pour améliorer le financement qui va vers la transformation des systèmes alimentaires et la qualité de cet investissement surtout. Alors, je sais que je vous avais dit trois aspects. Je vais très rapidement citer les deux autres. Il y a les questions de sensibilisation des communautés sur les questions agricoles et aussi sur les questions de nutrition et de lutte contre les défis environnementaux. Parce que nous sommes conscients que réussir cette transformation des systèmes alimentaires dépend des comportements et des pratiques aussi qui en résulteront. Donc, ce n'est pas tout de dire voilà ce qu'il faut mettre dans les systèmes alimentaires, voilà quelles sont les contributions qui doivent arriver aux systèmes alimentaires, mais quels sont les résultats que nous voulons, très logiquement. Et donc, par rapport à ça, éduquer, sensibiliser sur ces questions, c'est très important pour faire en sorte que les populations, les communautés, les sociétés se sentent investies et empowered, donc autonomisées pour être des acteurs à part entière pour s'adresser à ces défis. Et le dernier aspect que aussi je voulais souligner concerne notre appui à la ZLECAf, c'est-à-dire la zone de libre-échange continentale, et notamment voir comment les mécanismes d'action collective, j'en parlais hier dans un panel, les mécanismes d'action collective peuvent être renforcés pour permettre non seulement aux petits producteurs de bénéficier également des bienfaits et des opportunités que va créer cette zone de libre-échange continentale, qui bien sûr est en train de se mettre en place, mais qui est en bonne voie, et aussi de pouvoir créer davantage de liens commerciaux, mais aussi liens de connaissances, liens aussi techniques, au-delà des frontières,
avec des petits producteurs partout sur le continent pour justement que ces chaînes de valeur se créent aussi à cette échelle-là. Parce que nous sommes conscients, et vous l'avez peut-être souligné dans votre première question, quand vous parliez de la compétitivité sur les marchés, nous reconnaissons qu'aujourd'hui, un des grands défis de l'agriculture familiale et des petits de l'agriculture à cette échelle-là, à taille humaine, si on peut dire ça comme ça, un des grands défis, c'est précisément la compétitivité. C'est la viabilité économique. Et pour assurer cette viabilité économique, ils doivent être en capacité de développer et de saisir les opportunités commerciales qui peuvent se présenter sur le continent. Et donc, nous voyons cela en lien avec les autres actions comme des enjeux et plutôt des actions stratégiques qui peuvent nous permettre d'avoir un impact assez significatif. Donc voilà un peu comment je peux résumer, mais bien sûr cela n'enlève en rien les besoins que nous connaissons en termes d'améliorer l'accès à la terre, d'améliorer l'accès aux intrants, d'améliorer l'accès aux nouvelles technologies, d'améliorer aussi l'accès au financement. Toutes ces choses-là rentrent aussi dans nos réflexions, mais constituent un tout parce que aussi l'enjeu principal pour nous, c'est de regarder de manière holistique pour, encore une fois, capitaliser sur les transversalités, sur les complémentarités possibles. Merci beaucoup pour cette question parce que c'est un sujet fondamental et pour répondre clairement, c'est vital. Je sais, notamment parce que mon père a été agronome de formation et a longtemps travaillé dans l'agriculture de mon pays, qu'il fut un temps où les radios communautaires au Congo-Brazzaville servaient aussi à donner des conseils agricoles aux agriculteurs. C'est un mécanisme qui permet de transmettre la connaissance de manière accessible, surtout aux gens, comme vous avez cité, qui n'ont pas forcément accès à Internet, même parfois à la télévision, et qui ne sont pas en mesure, et peut-être en termes d'alphabétisation, qui ne sont pas en mesure de lire des ouvrages voilà, très techniques, très compliqués. Pour rebondir sur la question du genre, cela change énormément. Aujourd'hui, hommes comme femmes, en tout cas je peux parler du Congo précisément, ceux qui peuvent avoir un smartphone ont un smartphone. Mais je pense que accentuer et améliorer l'accès aux radios communautaires. Nous en avons plusieurs au Congo-Brazzaville, c'est très important. Développer les contenus qui sont aussi disponibles ou qui peuvent être disponibles, qui vont dans le sens de toutes ces thématiques que nous avons abordées, c'est aussi très important. Et utiliser aussi les nouvelles technologies pour renforcer cette approche-là. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre voilà, l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux et les modèles traditionnels de radio communautaire. La radio communautaire n'est pas seulement aussi un moyen de communication ou un moyen de transmettre l'information, c'est un outil de démocratisation. C'est très très important, de démocratisation et d'autonomisation. Et c'est de cela que nos communautés rurales ont besoin, dans la mesure où elles se trouvent souvent isolées, loin des capitales où voilà, les décisions sont prises. Donc peut-être je prends cette opportunité aussi pour remercier le travail que vous faites et pour vous inviter à venir au Congo-Brazzaville pour soutenir nos radios communautaires.